Bonjour à tous, il y a quelques semaines, j'ai parlé du cas français du tueur en série Guy Georges, et beaucoup d'entre vous ont laissé des commentaires sur la manière dont les autorités françaises ont géré l'affaire, et la condamnation après qu'il a été reconnu coupable. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, le lien sera à la fin. Eh bien aujourd'hui, nous retournons en France pour un autre cas réel, et je souligne le mot réel car vous seriez tous pardonnés de penser que du début à la fin, c'est une œuvre de fiction. Je vous assure que tout est vrai, alors asseyez-vous pendant que nous retournons dans la France des années 1950. Yvonne Chevalier est née en 1911 en France. Elle venait d'une famille pauvre. Elle vivait dans une ferme près de la ville d'Orléans, qui se trouve à environ 75 miles au sud de Paris. Yvonne a bien réussi à l'école et est devenue sage-femme à l'hôpital local. Ses collègues à l'hôpital la décrivaient comme timide et quand elle avait 24 ans, elle a rencontré Pierre Chevalier, un étudiant en médecine de 26 ans. Il était confiant et issu d'une éminente famille d'Orléans. Ils ont été instantanément attirés l'un par l'autre malgré leurs différences sociales. Yvonne a emménagé dans l'appartement de Pierre quelques semaines seulement après leur rencontre. Dès le début, la relation était intense, tant physiquement qu'émotionnellement. Bien que Pierre était un étudiant en médecine très occupé, il observait de très près les développements politiques sur le continent. En 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé et en 1940, l'armée allemande a envahi la France et a rapidement occupé la majeure partie du pays. Orléans n'était que la 10e plus grande ville de France, mais elle est devenue une cible tactique en raison de la rivière Loire qui était considérée comme une ligne de démarcation. Les forces allemandes ont bombardé sans relâche Orléans, détruisant de nombreux trésors historiques, y compris un musée dédié à son héroïne locale Jeanne d'Arc. La France a capitulé le 22 juin 1940. Une force militaire allemande a occupé les 3/5 du pays, y compris Paris et Orléans. Quand la guerre a commencé, Yvonne venait de donner naissance à leur premier fils, Matteo, et Pierre était dans ses derniers mois de formation médicale. Avant de terminer ses études de médecine, il a pris la courageuse décision de rejoindre le mouvement français, libre de seulement 7000 Français. Et il est rapidement devenu une figure de proue de la résistance à Orléans. Avec le recrutement et l'élan, le mouvement s'est développé au cours des 4 prochaines années de occupation. Certains, comme Pierre, ont participé à des cellules de résistants qui ont réussi à réaliser de grands actes de sabotage contre les occupants allemands. Au jour J, en 1944, le mouvement de la France libre avait grandi pour atteindre 400 000 personnes. Orléans a été bombardé par les Alliés cet été-là, alors qu'ils tentaient de couper les passages de rivière des Allemands en retraite. Lorsque les soldats alliés sont arrivés dans la ville le 16 août 1944, 10 semaines après le jour J, les Alliés ont libéré Orléans et ils ont découvert que la ville avait un gouvernement de l'ombre prospère dirigé par Pierre et une poignée d'autres. Pour son courage, Pierre Chevalier a reçu la Légion d'honneur française pour son héroïsme en temps de guerre. Après la guerre, il a été élu maire d'Orléans et en 1945, Yvonne a donné naissance au deuxième fils du couple, Tougal. Malgré sa carrière en médecine, Pierre a toujours voulu se lancer en politique et a passé de plus en plus de temps à Paris, tandis qu'Yvon est resté à Orléans pour s'occuper de leurs enfants. En 1950, il a été élu à l'Assemblée nationale, ce qui signifiait qu'il aurait besoin de passer encore plus de temps à Paris. Il a donc pris un appartement là-bas et y passait souvent la nuit. Comme tout politicien, il maintenait un emploi du temps chargé d'apparitions lors de fonctions politiques et sociales à laquelle sa femme l'accompagnait rarement. Pierre était décrit comme beau, audacieux et socialement doué.
Yvonne, en revanche, était décrite comme terne, sans esprit et socialement inacceptable dans la haute société française. Pierre passait de plus en plus de temps loin de la famille et Yvonne, qui aimait toujours beaucoup son mari, s'en rendait compte, mais malheureusement ses sentiments n'étaient pas réciproques. Yvonne a changé son image pour tenter de reconquérir l'amour de son mari. Elle a lu sur l'art, la littérature et la politique. Elle fréquentait des salons de beauté à la mode et achetait des vêtements plus flatteurs, mais rien de tout cela n'a fonctionné. Et elle s'est finalement tournée vers les drogues et l'alcool pour trouver le réconfort qui lui était refusé par Pierre, qui avait clairement fait comprendre qu'il avait perdu tout intérêt pour l'intimité avec sa femme. La vie du couple a juste continué. Puis au printemps de 1951, Yvonne a reçu une lettre anonyme suggérant que son mari avait une liaison. Elle était choquée et en colère et est immédiatement allée fouiller ses placards à la recherche de preuves. Elle n'a pas eu à chercher très loin et a trouvé une lettre d'amour dans la poche de l'un de ses costumes. Il était écrit « Sans toi, la vie n'aurait ni beauté ni sens pour moi ». La lettre était signée Jeanne. Elle savait qui était Jeanne. C'était sa voisine Jeanne Perrault. Belle, intelligente, bien éduquée et ultra sophistiquée. Elle était mariée et 15 ans plus jeune que son riche mari nommé Léon. Peut-être le genre de femme Pierre aurait dû épouser en premier lieu. Comme Yvonne. Et comme Pierre, Jeanne Perrault et son mari semblaient totalement mal assortis. Il était d'âge moyen, vieux, court et rond. Le propriétaire de l'un des grands magasins les plus prestigieux et rentables d'Orléans. Il travaillait de longues heures, ce qui signifie qu'il restait souvent absent pendant la semaine. Les couples se rencontraient lors d'événements sociaux qui semblaient toujours ramener Pierre à la maison depuis Paris. Les commères de la ville adoraient parler de Jeanne Perrault. Il y avait des rumeurs sur ses affaires romantiques et ses amants dans la région de la Loire. Entre-temps, Yvonne devenait de plus en plus anxieuse à propos de sa propre relation avec son mari. Elle avait une tension nerveuse qui a conduit les médecins à lui prescrire des médicaments sur ordonnance. Elle est devenue accro au Maxiton, qui est une amphétamine, et au Véronel. Elle fumait en chaîne et buvait des quantités excessives de café. Son sommeil est devenu sporadique et elle a développé des yeux cernés. Les règles françaises de la bienséance conjugale exigent la discrétion, sinon la fidélité. Yvonne a fait des enquêtes et a appris que l'affaire était un secret de polichinelle à Paris et à Orléans. Alors Yvonne a décidé de confronter son mari. Elle a laissé les enfants aux soins de la bonne et a pris un train en direction de Paris. Mais elle est rentrée chez elle totalement humiliée. Elle a été refoulée de l'Assemblée nationale par un huissier qui avait reçu l'ordre strict de ne pas lui permettre l'entrée, et Pierre a refusé de la rencontrer. Yvonne s'est rentrée chez elle et est allée confronter l'amante de son mari. Les femmes ont discuté de diverses questions morales et maritales, et la confrontation s'est mal terminée avec des cris et des hurlements. Yvonne a ensuite rendu visite au mari de Jeanne, Léon. Il a dit à Yvonne qu'il savait pour l'affaire et qu'il la laisserait suivre son cours. Tout ce à quoi Yvonne pouvait penser était l'affaire, et cela la rongeait constamment. Pierre est finalement retourné à Orléans pour affronter sa femme, mais a refusé de discuter de l'affaire avec elle, prétendant que c'était une affaire privée, et a continué à la traiter avec mépris la même semaine où il avait été nommé à un poste de ministre du gouvernement pour l'éducation, la jeunesse et les sports. Pierre croyait qu'un divorce mettrait fin à sa carrière politique car la France était une nation catholique qui tolérait les affaires mais pas un divorce de ministre. Yvonne a décidé d'emmener les garçons à la côte pour une semaine de vacances, espérant que le temps et la distance loin de ses enfants ramèneraient dans Pierre à sa famille, mais quand elle va être revenue, rien n'avait changé. Yvonne était très bouleversée.
Ici, elle était une mère et une épouse essayant d'élever 2 enfants pratiquement toute seule. Et quand elle est rentrée à Orléans, elle a fait une overdose de pilules dans ce qui a été considéré comme une tentative de suicide ou un appel à l'aide. Heureusement, elle s'est rétablie et elle est allée au commissariat près de chez elle pour demander un permis de port d'armes à feu. Elle allait expliquer qu'elle avait besoin de protection car son mari allait assumer un poste ministériel gouvernemental. Elle a obtenu le permis et est allée dans une armurerie demander au propriétaire de lui montrer un pistolet qui peut tuer d'un seul coup. Le propriétaire a recommandé un MAB 7.65, un semi-automatique français avec un chargeur de 9 balles. Elle est revenue le lendemain et a acheté le MAB et 25 balles de munitions. Le 11e août 1951, Pierre a prêté serment à son poste à Paris. Le lendemain, il avait un rendez-vous pour sa première apparition publique à la foire du comté, non loin d'Orléans. En allant à la foire, il a demandé à son chauffeur de s'arrêter à sa maison pour qu'il puisse changer de vêtements. Il est entré dans sa maison, a parlé à ses enfants et est monté dans sa salle de dressing pour se changer pour son apparition publique. Yvonne a décidé que c'était une bonne occasion de faire un dernier effort pour sauver leur mariage. Elle a menacé Pierre en disant qu'elle enverrait les garçons en pensionnat et lui refuserait les visites. Puis elle a supplié en disant qu'elle ne pourrait jamais aimer un autre homme et que cela lui brisait le cœur de le voir dans les bras d'une autre femme. Elle a dit qu'elle pourrait changer et qu'elle travaillerait dur pour devenir une épouse plus socialement acceptable. Finalement, alors que Pierre changeait, Yvonne est tombée à genoux, le suppliant de l'aimer. Le renvoi de Pierre était brutal. Il a expliqué à sa femme qu'il ne souhaitait plus avoir rien à voir avec elle et qu'après réflexion, malgré le fait qu'il soit ministre, il voulait la divorcer et épouser sa maîtresse. Yvonne a quitté la pièce émotionnellement stressée et très en colère contre la façon dont il l'avait traitée. Elle a pris le pistolet dans le placard à linge où elle l'avait caché et est retournée dans le dressing de Pierre. Elle a pointé le pistolet sur elle-même et a dit à son mari qu'elle allait dans se tuer. Pierre se moqua d'elle lorsqu'elle menaça de se suicider s'il la quittait pour une autre, lui disant d'aller de l'avant. Mais s'il vous plaît, attendez qu'il ait quitté la pièce. Ensuite, ses émotions ont pris le dessus, et avec une précision mortelle, elle a pointé le pistolet sur Pierre et a tiré 4 coups, le touchant à la poitrine, à l'avant-bras, à la cuisse et au menton. Alors qu'elle se tenait au-dessus de lui, leur aîné Matteo a fait irruption dans la pièce, et a vu son père au sol. Yvonne l'a calmement ramené en bas et l'a confié à la bonne. Elle s'est retournée dans la salle de bain de Pierre et lui a tiré une 5e et dernière fois dans le dos. Quelques minutes plus tard, elle a appelé le poste de police, déclarant simplement « Venez ici tout de suite, mon mari a besoin de vous de toute urgence ». Le gendarme est arrivé et l'a arrêté. Yvonne a été accusée de meurtre et incarcérée pendant plus d'1 an en attendant son procès. La procédure a été déplacée à Rennes, à 150 miles au nord-est d'Orléans, dans une tentative infructueuse de réduire l'intérêt du public. Pendant des mois, l'histoire a fait la une des journaux en France. Elle a également fait grand bruit dans les journaux espagnols, italiens et britanniques, ainsi que dans le New York Times, et a été présentée dans le magazine New Yorker. Yvonne n'avait pas mentionné le motif du triangle amoureux lors de sa première interview avec la police, mais elle a plus tard avoué qu'elle était jalouse de l'affection de son mari pour Jeanne. Au début, la plupart des Français étaient en colère car leur héros de guerre leur avait été enlevé. Les journaux dépeignaient Yvonne comme une femme qui avait épousé un homme de rang supérieur et qui était dépassée culturellement et intellectuellement par son mari. L'opinion générale du public français était qu'il pourrait blâmer Pierre de chercher une compagne plus sophistiquée. Cependant, avec le temps, l'opinion publique a commencé à changer lorsque les détails de l'affaire de Pierre et le traitement froid et cruel de sa femme ont commencé à apparaître dans la presse.
Le journaliste français Jean Laborde, un reporter avec François, a passé du temps à interviewer la famille d'Yvonne et a eu accès à ses lettres. Encore et encore, elle jurait un amour émotionnel à Pierre, même en révélant son anxiété concernant sa relation avec son amant. À l'approche de son procès, les Français écrivaient quotidiennement sur l'histoire. Des journalistes, des psychologues, des sociologues, des criminologues et d'autres commentateurs donnant tous leur avis sur l'affaire. De manière caractéristique dans la France consciente de sa classe, beaucoup a été fait de son origine. Elle, la fille d'un paysan, lui, le fils d'une famille éminente. Mais à présent, la plupart de la France blâmait Pierre pour son mauvais comportement. Yvon Chevalier a été jugé le 5 novembre 1952. En ces jours-là, le code pénal français comprenait une disposition sur le triangle amoureux qui absolvait de toute punition tout homme qui commettait un homicide après avoir trouvé sa femme au lit avec un autre homme. Dans ce cas, les rôles étaient inversés. Le cas d'Yvonne Chevalier était largement considéré en France comme un crime passionnel qui tombait sous cette disposition. Au procès, la défense a décidé de dépeindre Yvonne comme une victime, une femme qui est tombée amoureuse et a épousé un homme, lui a donné 2 enfants, puis a été mise de côté alors qu'il grimpait l'échelle politique. Le cas de l'accusation était simple. Yvonne a tiré 5 fois sur son mari non armé. Un meurtre de sang-froid, non provoqué. Yvonne est arrivée au tribunal vêtue d'un costume gris. La prison avait été dure pour elle. Elle était mince et pâle, ce qui suscitait encore plus de sympathie de la part des spectateurs, des reporters et du juge, dont le nom était Raymond Jardine. Le juge s'intéressait beaucoup à Yvonne. Il voulait savoir à propos de son mariage et ce qu'elle avait dit ou n'avait pas dit à la maîtresse de son mari quand elle l'a confrontée. Le juge l'a interrogée sur son mariage. Yvonne a commencé à sangloter en décrivant sa relation avec la famille de son mari. « Il me voyait comme une erreur de jeunesse de Pierre, dit-elle. » Le juge Jardin a interrogé Yvonne de près sur la rencontre hostile qu'elle a eue avec Jeanne, après que l'affaire a été révélée. Le juge a demandé si elle avait dit à la maîtresse de son mari qu'elle allait tuer Pierre. Non, a répondu Yvonne. Le juge lui a demandé sa réaction lorsque Pierre lui a froidement annoncé qu'il allait la divorcer pour pouvoir épouser Jeanne, qui était assise dans la salle d'audience. Yvonne a commencé à répondre, mais elle s'est évanouie. Après une pause de 15 minutes, le juge a demandé à Yvonne d'expliquer les circonstances du 5e coup de feu. Elle a répondu qu'elle avait l'intention de retourner dans sa chambre pour se suicider. À côté de l'amour de sa vie, elle a expliqué que le pistolet avait tiré accidentellement, touchant son mari dans le dos. Le prochain témoin était Léon Perrault, le mari très riche de la maîtresse de Pierre. Il a témoigné qu'il aimait Pierre et qu'il était au courant de l'affaire et considérait un héros de guerre très digne des affections de sa femme. Le prochain témoin était la maîtresse de Pierre, Jeanne Perrault, et elle s'est approchée de la barre des témoins comme si elle marchait sur un plateau de cinéma. Elle avait 34 ans, glamour et cool, malgré les huées fréquentes de la galerie. En réponse aux questions, elle a dit que l'affaire avait commencé en mai 1950 et qu'elle a continué jusqu'au jour du meurtre, 15 mois plus tard. Elle a dit que les amants se retrouvaient à Paris 2 ou 3 fois par semaine. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait honte de son affaire, étant donné qu'elle était, après tout, la mère de 3 jeunes enfants, elle a répondu « pas du tout ». Elle a dit qu'elle éprouvait de la pitié pour Yvonne, mais qu'elle ressentait une profonde affection pour Pierre, et qu'elle ne prévoyait pas de mettre fin à l'affaire même après avoir été confrontée par la femme de son amant. Après le témoignage de Jeanne, le procès a continué avec différents témoins. L'accusation a appelé des proches de Pierre qui ont dit que Yvonne était pratiquement recluse et refusait d'assister aux fonctions familiales de Pierre et se méfiait de toute femme qui parlait à son mari. Un policier a témoigné que Yvonne avait donné une série de récits différents sur les événements fatals dans la chambre.
Le dernier témoin était un psychiatre qui a révélé que les chevaliers avaient eu un mariage sans sexe pendant des années, ce qui lui a causé une dépression physique. Il a également dit que Yvonne souffrait de complexes d'infériorité sociaux, physiques et intellectuels. Le psychiatre a dit que Yvonne avait conservé la mentalité d'une adolescente amoureuse d'un étudiant. À la fin du procès, il semblait que le juge et même le procureur éprouvaient beaucoup de sympathie pour Yvonne. Le juge Jardin a même dévié du protocole judiciaire français, car au lieu de se référer à Yvonne comme l'accusée, il l'a appelée « Madame ». Cependant, dans sa conclusion, il a déclaré que Yvonne n'avait pas le droit de prendre la vie d'une autre personne et qu'elle aurait dû contrôler sa jalousie. Alors que le juge résumait, Yvonne a commencé à pleurer et elle a répété à plusieurs reprises « Je suis désolée, je suis désolée ». Alors que les jurés se retiraient pour commencer les délibérations, une grande foule s'est rassemblée à l'extérieur du palais de justice de Reims, situé sur la place de la ville. Les jurés ont regardé par une fenêtre alors que la foule grossissait jusqu'à des milliers en seulement 30 minutes. La foule a scandé « Libérez-la, libérez-la ». Le jury a délibéré pendant seulement 45 minutes et a rendu le verdict non coupable. La foule à l'extérieur était euphorique. Après le procès et la frénésie médiatique qui a suivi, Yvonne a retrouvé ses fils à la ferme de sa famille. L'Église catholique a ensuite accordé à Yvonne l'absolution pour le meurtre. Elle a essayé de reprendre une vie normale, mais sa réputation en tant que partie du crime passionnel le plus notoire de France ne le permettait pas. Même si elle avait été absoute du crime par l'Église, Yvonne ne pouvait pas se débarrasser de la culpabilité accablante qu'elle ressentait. Elle a donc conçu sa propre forme de pénitence en déménageant en Nouvelle-Guinée française avec ses fils, où elle a travaillé comme infirmière bénévole dans un hôpital pour les pauvres jusqu'à sa mort dans les années 70. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé la vidéo, ce serait super d'avoir vos retours et réactions sur ce que vous en avez pensé et sur le verdict. Si vous n'avez pas entendu l'histoire de Guy Georges, le lien est sur la page maintenant et sur cette note, je vous verrai la prochaine fois dans le prochain dossier.